Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour faire un tour d'horizon de l'actualité politique en République démocratique du Congo en compagnie de la bande, des fidèles de la bande. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir Karim. Dr Ben Touéré, bonsoir. Bonsoir Carline. Bonsoir Lucien. Bonsoir Karim. Bonsoir au doyen Armand Mavinga. Bonsoir. Premier sujet, messieurs, on parlera de la succession au Perchon. On attend toujours le successeur de Vital Kamerhe. On a l'impression que c'est un conclave, un peu à l'instar de la désignation du pape dans l'Église catholique, puisqu'il y a tellement de noms qui émergent, tellement de tractations, mais depuis la démission de Vital Kamerhe, son successeur se fait toujours attendre. Mais là, tout récemment, on a appris la démission d'un certain Aimé Bodji du gouvernement, qui est pressenti pour succéder à Vital Kamerhe. D'abord, sur le personnage, Lucien, est-ce que c'est un homme qui a les qualités pour présider l'Assemblée nationale congolaise? Écoutez, je veux dire que tout homme politique en RDC est capable, en fait, de présider, d'être à la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, il faudrait voir quelles sont ses qualités premières de rassembleur, premièrement. Deuxièmement, est-ce que M. Tshisekedi, parce qu'il faut le dire comme ça, est-ce que M. Tshisekedi donc, va essayer ou va pouvoir lui donner, j'allais dire, son sacro-saint? Parce que le véritable problème est bien celui-là. Il ne s'agit pas simplement de choisir un homme. Il faudrait que cet homme-là, qui est choisi, soit en phase, ou une femme, soit en phase avec la politique menée par M. Tshisekedi. Jusque-là, on pensait, et c'était vrai, que Kamerhe jouait un jeu qui était différent de celui du président. Maintenant, il va falloir que le président va recevoir forcément une liste de plusieurs personnes. Bah, il nous dit que oui, il est soutenu par le président. Alors, il est soutenu par le président, mais il y a d'autres aussi qui sont soutenus par le président. Ah oui? Oui, bon, ben, on va voir. Sur quoi, vers qui va porter le choix du président. Bon. Parce que, alors, je termine. Pour l'élection de l'Assemblée nationale. Oui, je termine. Oui, je termine. Pourquoi? Normalement, ce sont en fait les députés qui votent. Mais on sait très bien que dans nos républiques, souvent, le président a son mot à dire, même s'il ne le dit pas de façon très claire. Bien, Armand Mavinga. Oui, je sur le profil d'Aimé Bodji Sanga. Bon, sur le profil d'Aimé Bodji, la première question que nous devons nous poser, le fait de démissionner, de prendre... Parce que le fait de démissionner du gouvernement où on assume des fonctions, ministre de l'Industrie, il est quand même membre d'un gouvernement, le fait de démissionner signifie qu'il y a eu un amont ou secrètement des contacts pour dire, monsieur, il faut démissionner pour être de l'autre côté, parce que vous êtes pressenti pour être président du Parlement. Bon, concernant la personne, le fait qu'il soit membre du gouvernement, comme l'a dit Lucien, on suppose qu'il a des qualités, qu'il a des compétences pour diriger l'Assemblée nationale. Mais on verra, mais c'est toujours par la suite, ce sont les faits sur le terrain qui vont nous dire s'il est le bon président ou pas pendant qu'il est en fonction. Mais je pense que ça a gêné beaucoup de députés. Donc il y a, oui? Ah bah oui, il y a des tractations. Pour certains députés, le fait que quelqu'un qui n'a pas siégé pendant le mandat actuel, qui était ministre dans le gouvernement, qui démissionne, qui quitte une autre institution pour devenir président de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont froissés, frustrés, pour dire c'est comme si nous qui siégeons, parmi nous qui siégeons, on ne peut pas prendre quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un de compétent pour être président, et on va prendre quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui démissionne. Le fait de démissionner, ça signifie qu'il y a des tractations en coulisses. Pour lui demander de démissionner. Mais du coup, ça répond à la question de Lucien, de savoir si le président lui donnera l'autorisation, la bénédiction, pardon. Pour, bon, le fait qu'il ait démissionné, c'est là où ça froisse les autres. Oui, le fait qu'il ait démissionné, on suppose indirectement qu'il y a eu de contact au niveau de l'autorité morale qui est censée... Parce que là, maintenant, les choses sont claires. C'est l'autorité morale de l'Union sacrée qui va désigner. Et demander aux autres députés de s'aligner, parce que là-bas, c'est la question de fidélité au chef. Il faut être sur la vision du chef. Donc, c'est le chef qui peut identifier. Parce qu'ici, n'oublions pas, ici, c'est comme on me l'a toujours répété, la politique prime sur la technicité. C'est-à-dire ici, ce n'est pas la compétence qui compte d'abord, c'est d'abord la fidélité par rapport au président de la République. Donc, la politique prime sur la technicité. Donc, c'est la fidélité au président de la République. Donc,
il est là, mais ça gêne déjà parce qu'il y a déjà un groupe de députés qui se sont dit qu'ils ne pourront pas accepter quelqu'un qui n'a pas siégé avec eux, qui devienne le président de l'Assemblée nationale. Mais la personnalité comme telle, il peut faire aussi un bon président. Bon, on n'en doute pas. Mais le choix, le fait de quitter le gouvernement et de venir, je pense que ça commence à susciter quand même des réflexions au niveau des députés. Bien. Après, ce n'est pas nouveau dans l'histoire aussi parlementaire. Oui, c'est pas nouveau. Hein, Guy Mafimba. Bon, la dernière émission, j'avais prédit une crise. Je ne sais pas combien de mois que Vital Kamerhe est parti. Bientôt un mois. Voilà. Donc, c'est une crise latente, mais qui est devenue une véritable crise. Et aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est quoi? J'avais dit aussi, lors de notre dernière émission, lorsque le président Tshisekedi aux États-Unis avait dit « je ne suis pas au courant », j'avais dit « le chef d'État ne dit pas comme ça ». Parce que c'est une crise de confiance qui aujourd'hui est mise à jour. Ce d'autant plus que, selon les dernières informations, il y a un conglomérat de dirigeants, dont le secrétaire permanent de l'Union sacrée, M. Mbata. Ils se sont retrouvés pour retenir M. Boji Aimé comme étant le candidat de l'Union sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éviction de Vital Kamerhe a été une manœuvre politicienne, d'où la crise dont je parle. Et en cela, par rapport à son profil, moi je dis, il faut partir d'un postulat. Le pays est en guerre. Deuxième postulat, deuxième élément, il y a une crise de confiance quand même de la population congolaise à l'égard de leurs représentants. Quand j'ai vu, le 21 octobre, comment on dit ça, les travailleurs de l'Assemblée, ils ont balancé des documents en pleine... Vous voyez, j'ai eu honte de se dire, mais ça c'est une assemblée ou un conglomérat de voyous en train de balancer des documents administratifs. Donc il y a une crise de confiance entre la population congolaise qui fait face à la crise, à la crise sécuritaire, à la grande sociale et autres. Et dernier élément que j'allais dire, toujours par rapport à son profil, aujourd'hui, parce que me semble-t-il qu'il y a Mbosso qui se... On en parlera. Qui se dit candidat, il y a Boji Aimé, il y a Tilumbai de l'UDPS qui veut être candidat. Maintenant, le profil ou les critères pour le choix, ça sera quoi? La géopolitique ou l'expertise? On voit la balle, malheureusement, encore au président Tshisekedi qui, malheureusement, a laissé faire une crise qui est aujourd'hui latente, mais qui est devenue réelle. D'où on reviendra sur le contenu, sur le point de vue que je donnerai sur cette crise de confiance auprès du législatif de la RDC. Dr Benuter. Alors, pour moi, les choses sont très simples. Les choses sont très simples. D'abord, il faut partir du postulat qu'il y avait une crise de confiance, comme l'a dit le doyen, au sein de l'Assemblée nationale, à l'égard notamment de son bureau et donc de son président démissionnaire, Vital Kamerhe. Tout à l'heure, le doyen a pris l'exemple des assistants parlementaires qui ont saccagé les documents administratifs. Pourquoi? À cause de salaire impayé. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise gestion déjà. Il y avait une mauvaise gestion de l'Assemblée, oui, sous Vital Kamerhe, de l'Assemblée nationale. On se souvient encore de l'affaire où il réclamait des papiers, où il manquait des faits pour imprimer des documents. Donc il y avait déjà une mauvaise gestion. Et donc à cet égard, bien entendu, la confiance, il avait déjà perdu la confiance au sein de l'Assemblée nationale. Revenons maintenant sur le profil de M. Boji. Rappelons d'ailleurs, le doyen a parlé de la géopolitique. Monsieur Boji est membre du parti de Vital Kamerhe. Ah, ça c'est très important. Il est membre de l'UNC. Il est originaire du Sud Kivu. C'est quelqu'un qui a une expérience à 57 ans, c'est quelqu'un qui a une véritable expérience sur le plan politique. Oui, sur le plan politique. Donc il maîtrise les enjeux de l'heure. Le doyen Lucien parlait du fait que il était reproché au président Kamerhe de prendre un peu le contre-pied à chaque fois de la vision globale du président de la République. Vous voyez, dans cet état de choses, on ne peut pas aller ensemble si l'on est
en crise. Et le doyen a rappelé la crise sécuritaire. Alors, ce qui compte pour le président Tshisekedi, j'ai entendu ici dire que voilà, le président Tshisekedi va désigner un candidat, etc. Très bien, mais il le fait en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée. Il n'intervient pas dans le vote de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, on a toujours du mal. Attendez. Jusqu'ici, on a toujours du mal à disséquer ces deux voies. D'accord? Le président, lui, autorité de l'Union sacrée, bien évidemment, il peut porter son choix sur un candidat. OK? Mais le vote, c'est à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le président qui va influencer le vote. Après, si on peut rentrer dans les considérations politiciennes ou politiques, oui, bien entendu, ça peut se comprendre. Donc pour moi, c'est un bon profil. Et d'ailleurs, le président cherche quelqu'un déjà qui soit capable surtout de mener ses troupes et de contrôler véritablement l'action du gouvernement. Ce que le président Kamere ne faisait pas. Ah oui? Ah ben non. Parce que si le président Kamere contrôlait exactement l'action du gouvernement, je pense que le gouvernement Soumbédioune allait déjà être renversé depuis longtemps. Et même certains députés, je me rappelle du discours de l'honorable Eliezer, quand il prenait la parole pour fustiger le gouvernement, le président Kamere l'empêchait toujours, à chaque fois, de tempérer en fait sur ses positions. Oui, Kamere qui ne contrôle pas le gouvernement, pourtant il a été très actif pour faire tomber Constant Mutamba. Oui, mais ça c'était des conflits, on sait tous ce qui s'est passé, bon. C'était des conflits entre les moi, deux. Je vais rester avec vous, Dr Benutter. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de son appartenance à l'UNC, on sait que c'est la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation. On sait très bien que les relations entre M. Aimé et Vital Kamerhe ne sont pas bon fixes. Est-ce que derrière ce choix, finalement, le président ne cherche pas à fracturer ce parti politique? Alors, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Si on reste dans votre conception de président haute autorité de l'Union sacrée qui peut... Non, mais déjà en fait, le président il intervient en tant que quoi? En tant qu'autorité morale de l'Union sacrée. Celui avec qui le Vital Kamerhe n'a pas de bonne relation. Attendez d'abord. Celui qui ne s'entend pas avec Kamerhe, il est membre de l'Union sacrée. Kamerhe aussi est membre de l'Union sacrée. D'abord membre de l'UNC, de son parti politique. Oui, mais il est membre, mais le président n'intervient pas en tant que membre de l'UNC. Le président est membre de l'Union sacrée. Le président a fait son choix en tant que membre de l'Union sacrée. Ça, c'est le premier point. Un président Maintenant, oui, mais ce n'est pas le président de l'UNC qui propose. L'UNC fait partie d'une coalition. Une coalition qui est dirigée par le président de la République. Oui, après... ça peut s'entendre également que le fait que le président ait choisi Boji, puisque ce dernier est en conflit avec le président de son parti, donc, ça peut bien entendu... Ça justifie le désaveu du président envers Vital Kamerhe. Mais bien sûr, mais le désaveu est clair en fait. Non, mais déjà vous ont dit ici que ce n'était pas le cas. Non. On voit que M. Boji qui n'a pas de bonne relation avec Vital Kamerhe. Ça, on ne peut pas le nier. On sait très bien qu'il y a un doyen l'a signalé. Il y a un risque, messieurs, sur ce plateau, ce sera la prochaine question. Il y a un risque sur ce plateau de division au sein de l'UNC. On a l'impression que le risque est grand. Que c'est ce que l'UDPS cherche finalement. Le risque est grand. Ça, mais il y a une limite quand même. Une limite que, je dirais, qui est géographique. Pourquoi ? Tout à l'heure, le docteur a dit, bon, M. Tshisekedi, autorité morale, effectivement, fait un choix, mais ce sont les députés qui décident. N'oubliez pas, et dans le même temps, il a dit quelque chose de vrai. Il appartient à l'UNC, donc M. Boji, il appartient à l'UNC, et il vient du Sud Kivu. Oui. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que si on réintroduit la géopolitique dans cette affaire, là je crois que c'est mon ami Guy qui l'a dit, si on réintroduit la géopolitique dans cette affaire, on s'aperçoit que pour le président Tshisekedi, il est tout à fait normal que le président de l'Assemblée nationale soit quelqu'un qui soit de l'Est. Ça, c'est la première. Ah ben oui, c'est la première chose. Je ne suis pas contre Lucien. Alors, allons-y. Bon, maintenant, si chemin faisant, il faut fracturer le parti, effectivement, de Vital Kamerhe, pourquoi pas ? Mais sur le plan politique, c'est un risque. Pourquoi ? Parce que nous avons eu à démontrer maintenant là que l'éviction de Vital Kamerhe a été téléguidée, malheureusement, depuis la présidence. Oui. Et j'ai estimé On ne peut pas aussi ignorer
qui n'avait plus la confiance pour la mégestion. Ça, on peut pas occulter, on peut pas occulter ça. On peut pas occulter ça. Non, mais on peut pas occulter ça. Je réponds à ta question tout simplement. Lorsque on a demandé à un certain nombre de membres de cette assemblée, à la présidence de l'assemblée, ils étaient 4. Et comme par hasard, il y a un qui a démissionné, la dame aussi a démissionné. Et on attendait à ce Subitement, les autres. On attendait à ce que ceux qui ont mis la pétition sur la table démontrent que M. Vital Kamerhe était responsable de médiation et autres. Ça n'a jamais été le cas. On a compris. Vous avez beau montrer descendre, on a compris que c'est une manœuvre politicienne. Très bien, ça c'est la politique. Bien joué. Voilà. Maintenant, le risque du président Tshisekedi, c'est quoi? C'est le fait que la présidence de l'Union sacrée, c'est une présidence collégiale. C'est-à-dire que chaque responsable d'un parti politique dans l'UNC, qui est la deuxième composante, on ne peut pas prendre un des membres sans demander l'avis de la présidence. Il y a l'avis. Moi, j'ai suivi les députés de l'UNC, les députés de l'UNC hier, les députés de l'UNC qui soutiennent la candidature de Mboji. Mais qu'est-ce que l'UNC avait dit à l'époque? Rappelez-vous très bien, on dit on attend les instructions du président de l'autorité morale. Oui, exactement. Donc, même Vital Kamerhe avait temporisé. Ça, c'est clair. À mon avis, si vraiment le président voulait jouer la cohésion, c'est le débat. Hein. Tu as sorti le mot. S'il voulait jouer la cohésion, si on veut jouer la cohésion, il demande au président de l'UNC de proposer quelqu'un dans sa panique. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée de. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Et ça sort un peu dans le cadre de ce cas de figure de la RDC. Cette histoire de pensée tout simplement géopolitique, lorsqu'on gère une grande institution comme... Mais c'est une tare pour soi-disant nos démocraties à l'africaine. Parce qu'aujourd'hui... Vous vous contredisez là par rapport à l'émission de la première fois. Mais continuez. Non, je ne me contredis pas. Je dis tout simplement que c'est une tare. Pourquoi? Parce que la démocratie africaine ne veut pas dire qu'il faut respecter ces considérations qui sont pour moi des considérations subjectives qui ne valent absolument rien dans le contexte. Je dis bien, je suis parti du principe que nous sommes un pays en guerre. On reviendra sur l'affaire Semina, oui, c'est ça qu'il faut qu'on aille vite. Parce que la géopolitique, ce n'est pas une très bonne chose. Donc je vous ai dit tout simplement que le critère même de la géopolitique, pour moi, ce n'est pas un critère qui est d'une efficacité redoutable. Et le fait que le chef de l'État prenne quasiment position, le rôle de ne pas créer la cohésion au sein de sa majorité, c'est une perspective qui, pour moi, n'est pas politiquement... Peut-être divisé pour mieux régner. Mais il a une majorité hétéroclite. Mais les choses sont claires, ce choix brise cette urgence d'unité nationale et de cohésion nationale. Déjà, je ne sais pas. On va quand même loin. Moi, je sais qu'en fait, c'est une guerre plus intestinale. C'est un conflit interne. Cohésion nationale. Mais je voudrais dire à Dr Ben Luther de ne pas trop insister sur le problème de mégestion, parce que si nous devons insister sur... On ne peut pas ignorer ça. Non, on ne peut pas ignorer. Pourquoi je le dis? C'est tous les faits sont têtus, les faits sont là. Le véritable champion de mégestion se trouve où? Sauf pas au Parlement. Et sur le côté, à la présidence. Au gouvernement. Mais bien entendu. Mais ceux-là, je ne les blanchis pas. Mais ceux-là, je ne les blanchis pas. Mais quelque part, quand Vital Kamerhe dépose sa démission, avant même de déposer sa démission, il fait un mea culpa, il demande pardon. Quelque part, mais ça, c'est les mots ensemble. Mais il reconnaît quelque part, il reconnaît qu'il n'a pas été parfait dans sa gestion. De toute façon, on est d'accord. Mais moi, je ne blanchis pas le gouvernement. Lorsque le président Tshisekedi à Bruxelles tend la main, c'est pas qu'il est faible.
Toi et moi, on en a débattu ici. C'est vrai. Vital Kamerhe a fait preuve d'une sagesse politique. Il ne demande pas pardon. Il s'est dit tout simplement que ça ne sert absolument à rien de créer une crise. S'ils veulent ma peau, je me mulis. Et moi, je pense qu'il sort plutôt grandi. Donc vous pensez qu'il est blanc dans cette histoire? Il n'y a pas eu de mégestion. Mais c'est le problème est là. C'est parti de là. Les assistants parlementaires ne sont pas payés. Il y a un problème de mégestion. Non, le doyen Mavinga dit qu'il n'est pas le seul aujourd'hui dans ce pays. Mais je ne dis pas non. Voilà. Je ne dis pas non. Nous sommes dans des manœuvres politiques. On n'a jamais blanchi, en fait, monsieur. Ce qui se passe. Oui, on n'a jamais blanchi aussi le gouvernement. Je ne dis pas non. Moutambe est tombé. Voilà, donc je ne dis pas non. Tout à fait. Dans le registre de la loyauté pour la loyauté. Et moi, j'estime que le président de la République ne doit pas prendre pour seul critère de gouvernance aujourd'hui la loyauté. Le clientélisme politique. Il doit prendre beaucoup plus l'expertise et la cohésion nationale face aux défis de la RDC. Malheureusement, cette expertise, effectivement... Dire ça, c'est se tromper quand même de la façon dont nos États sont dirigés. De toute façon, on verra bien si c'est M. Bodji ou c'est un certain Mbosso qui Mbosso, tout à fait. Mbosso, 83 ans, je ne sais pas. Il est dans le starting block. Hein, et puis, à ce qui paraît, c'est le préféré du moment. Donc bon. Bon, on passe à autre chose. Parlons des Kabylistes, messieurs. À Kinshasa, le temps monte à nouveau entre le pouvoir et le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a signifié ce 27 octobre un arrêté du ministre de l'Intérieur datant du 18 octobre qui porte, je cite, « suspension des activités du parti ». Cette décision est rejetée par le PPRD qui dénonce, je cite, une provocation. Lucien? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le PPRD de M. Kabila est tout à fait dans son droit. Non, mais, alors, attention, allons. Non, mais j'y viens. Ils savent très bien qu'ils sont suspendus. Non. Ils avaient été suspendus. Ils avaient été suspendus une première fois, d'accord? C'est en vigueur, là? Oui. Alors, c'est en vigueur. Bon, dans ce cas-là, que doit faire le PPRD? C'est accepter. On est bien d'accord. C'est accepter la suspension. Or, dans les faits, que disent les kabylistes? Eh bien, c'est un procès politique qu'on nous fait. Ce procès politique qu'on nous fait, on n'a pas le droit de le faire, et le parti de M. Kabila a le droit d'exister. Alors, soit, effectivement, ils ne respectent pas la loi et se mettent donc, évidemment, hors la loi, soit, eh bien, prenant compte, effectivement, des rapports de force politique, ils continuent quand même à exister. Alors, je ne sais pas quelle est l'opinion ici de mes amis, mais pourquoi vous avancez? Tu vas la découvrir, notre opinion. Voilà. Et donc, moi, je pense que, en effet, on veut faire payer au parti de M. Kabila. Ils ne sont pas kabylistes, rassurez. Non, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Ils vont se défendre. À mon avis, on veut faire payer au parti de M. Kabila la condamnation à mort de celui-ci. Non, mais Lucien, moi, en fait, je parle de ce sujet parce que j'ai rigolé quand j'ai vu l'information. C'est quand même lunaire. Hein. Ils savent très bien qu'ils sont suspendus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et subitement, ils reprennent les activités. Alors, je me dis, soit ils s'engagent dans un bras de fer contre le gouvernement, et ils se disent, vous allez voir ce que vous allez voir aussi. Bon, à ce moment-là, on y va, on ferme les bureaux, on ferme tout. Or, c'est comme la condamnation à mort de M. Kabila. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la même séquence, Lucien, la fameuse plateforme, souvent la RDC, fait sa première réunion aussi à Kinshasa. Le PPRD répond à ses activités. Alors, mais que fait le gouvernement? C'est ça, on va y revenir. Mais le porte-parole a dit ici, Chafka Radio, que si M. Kabila... en plus, il vous a répondu, hein, vous qui appelez à une grâce présidentielle. Le porte-parole du gouvernement a dit, si M. Kabila rentre au pays, au trou. Au trou, oui. Attendons de voir. Attendons de voir, ok. Donc, du terrain. Parlons un peu de droit. Est-ce que le PPRD est d'accord pour dénoncer cette provocation? Alors, très simple. Pourquoi leurs activités ont été suspendues? Pourquoi ce parti a été suspendu? L'arrêté est motivé. L'arrêté est motivé par quoi? L'arrêté est motivé par quoi exactement? Que dit l'arrêté? C'est que, d'abord, il faut partir du fait que le président Kabila est l'autorité et encore président en exercice de ce parti. OK? Et donc, en tant que président en exercice de ce parti, il a des accointances avec un mouvement rebelle qui a pris des armes. L'AFC M23. Voilà, qui a pris des armes pour se retourner, pour renverser les institutions. Il a été condamné pour ses faits, pour ses infractions. Alors,
Donc son parti politique n'a jamais pris des mesures pour le destituer. On est d'accord? Ouais, ben c'est ça, parce qu'un parti a des statuts. Le parti politique est fondé sur la loi. Sur la loi. C'est-à-dire qu'un parti politique n'est valable juridiquement que dans le respect de la loi. À partir du moment où l'autorité de ce parti va au-delà de ce que prévoit la loi, enfreint la loi, le parti doit prendre des mesures idoines pour pouvoir le sanctionner. Ça n'a pas été fait. Et donc, pour le gouvernement, le parti de M. Kabila, qui continue à le soutenir, malgré qu'il a été prouvé noir sur blanc que celui-ci est en accointance avec les mouvements rebelles et a été condamné pour crime de haute trahison, à partir de ce moment, il faut suspendre donc ce parti. Je dis même, on a suspendu parce qu'on veut juste, par exemple, respecter, là encore, peut-être, la liberté d'expression. Mais sinon, ou la liberté d'association garantie constitutionnellement. Mais moi, j'aurais été encore plus dur. La dissolution directement, la disparition pure et simple de ce parti. Et que les membres de ce parti, quitte après d'aller créer leur propre parti, mais se débarrasser de M. Kabila. Vous voyez? Donc, juridiquement, la suspension est justifiée. Maintenant, le fait qu'il y ait une suspension et que les membres de ce parti continuent à mener des activités, c'est défier tout simplement l'autorité de l'État. Et à mon sens, nous disent, c'est que il faut qu'ils soient interpellés. Ils estiment que la loi congolaise prévoit une reprise automatique 15 jours après, si pas de notification officielle. Ils sont au courant de la suspension. Ils ont été notifiés ou pas de la suspension? C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils ont été notifiés ou pas de la suspension? Voilà ce qu'ils nous disent, Ben Luther. Ils disent qu'ils prévoient... Maintenant, parlons de la suspension, de la notification. L'arrêté a été c'est une décision administrative individuelle. Donc, qui, normalement, les concernant, qui a été certainement adressé à ce parti, s'ils n'ont pas encore reçu la notification, à partir de ce moment, d'un point de vue juridique, ce décret-là ne doit pas être considéré comme étant en vigueur. Voilà, parce que l'entrée en vigueur d'un acte administratif, c'est à partir du moment où l'intéressé prend connaissance de l'existence de l'acte par la notification ou la publicité. Maintenant, si ils ont été au courant de l'existence de ce décret de manière officielle et qu'ils continuent à mener leurs activités, à partir de ce moment, je pense que c'est un parti qui doit être dissous. Abba Mavinga, oui. Il faut dissoudre le PPRD. Ce que je voudrais d'abord faire remarquer, que ces dossiers, moi j'aime toujours quand on prend des décisions de se référer à l'histoire. Parce que si on ne se réfère pas à l'histoire, on répète les mêmes erreurs. Et j'ai bien peur, je suis légaliste, il faut respecter le droit, la loi. Quand vous êtes suspendu, il ne faut pas faire la rébellion parce qu'il y a un document qui existe qui dit que vous êtes... quand vous êtes suspendu, il faut avoir des arguments juridiques pour... Je pense qu'ils ont le droit de prester en justice pour dire que... Voilà, contester le décret, contester en justice. Moi, je propose toujours la contestation de manière juridique pour dire, nous contestons la décision, voici les éléments juridiques qui nous disent que c'est une mauvaise décision. Ça, il leur appartient aux gens de PPRD de prouver que c'est une mauvaise décision. Mais de deux, moi, je réfléchis surtout sur les conséquences. Les conséquences de toutes ces décisions. Parce qu'ils n'ont pas la mémoire courte. Moi, quand je vois ces décisions, je suis en train de voir une chose, que l'ordre politique qui est né de San Cité en 2002 est définitivement mort. Donc nous sommes en train de vivre les derniers jours de la Troisième République, qui est né de l'ordre politique de San City. C'est cet ordre politique qui a fait que les gens peuvent prendre des armes pour après se retrouver à avoir de postes. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Dans des dialogues. Oui, donc je pense que cet ordre politique est mort. Il faudrait maintenant, comme je l'ai dit, il faut une véritable nouvelle intelligence pour se préparer, déjà préparer la 4e République. Et il y a aussi une autre... Elle arrive. Oui, il y a aussi une autre réflexion. Changement de constitution. Et il y a aussi une autre réflexion. Parce que, pourquoi on condamne le PPRD? On suppose que le PPRD est en connivence avec le M23, tout ce qui appuie le Rwanda. Mais n'oublions pas, l'histoire nous apprend... Non, on ne suppose pas, c'est avéré. Non, mais c'est avéré. C'est avéré, je ne mets même pas la place de l'homme de justice. J'ai dit. Non. J'ai réfléchi. En tant qu'analyste, on sait que c'est avéré. Donc, vous savez. Alors, quand nous voyons cela, pourquoi je le dis que l'ordre politique est en train de mourir, la Troisième République est en train de mourir? Quand le RCD Goma
Mais ils ont pris des armes en 98, leur CD Goma. Quand ils ont pris, quand ils venaient vouloir renverser Kabila, c'était à l'époque du père Etienne Tshisekedi, le père avait rencontré les gens de RCD Goma. Est-ce qu'il fallait, à cette époque-là, je pense qu'il fallait aussi radier l'UDPS. Mais je rappelle l'histoire. Et M. Kagame a été reçu à Kinshasa, et les gens de l'UDPS qui chantaient Yonani Oboya Kagame, tu es qui toi pour refuser Kagame? Kagame qui est aujourd'hui parmi les gens qui sont impliqués dans le génocide. Pourquoi je reprends tout ça? Pas très loin, hein. Là on était dans la situation du PPRD. Il veut tout simplement dire que le pouvoir en place a des accointances aussi avec les rebelles. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faut que nous revenions aussi dans l'histoire. Parce que les autres peuvent dire aussi, demain, il faut l'UDPS aussi soit radié. Parce qu'ils avaient des relations avec le Kagame et les autres. C'est pour dire quoi? Dans l'histoire de notre pays, la plupart des partis, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège d'avoir des relations avec tout ce mouvement rebelle politico-militaire qui naissait. On peut tout dire de l'UDPS, mais je ne sais pas si ils ont une acquaintance avec le mouvement rebelle. Quand Etienne Tshisekedi rencontre le RCD, c'était pourquoi? Non, pourquoi je l'ai dit? Mais laissez, je vais terminer ma pensée. C'était pour dire quoi? Ici, je suis en train de réfléchir. Je ne dis pas que c'est ma position. J'ai réfléchi par rapport aux autres. Parce que nous sommes en train de réfléchir. Je vois comment les autres aussi interviennent. Quand même le PPRD le dit, vous me donnerez raison. Et aussi, ils vont reprendre ce qu'ils sont en train de dire ici, des arguments pour dire que chacun, d'une manière ou d'une autre, a toujours des relations avec ceux qui viennent. Mais ça, je voulais tout simplement dire quoi? Mon doigt, là, on est dans une situation très factuelle. On a un parti politique, je dirais, entre parenthèses, voyou. Mais c'est ce que je dis. Non, mais sincèrement. Il faut appliquer la loi. Et qui fait semblant d'ignorer la loi. Non, je dis. Et vous nous ramenez à l'histoire. Non, il faut respecter la loi. C'était pour dire quoi? Je suis en train de voir que cet ordre politique-là est mort et il faut inventer une autre machine. C'est pour dire encore aussi que, bien sûr, si on suspend le PPRD, s'ils ne respectent pas la loi, ils sont suspendus. Mais c'est-à-dire d'utiliser des arguments juridiques pour se défendre. Parce que je ne vais pas vous mentir, ce que moi j'attendais un peu de vous tous ici, c'est qu'il y a une séquence très forte qui se fait. Oui. Il conteste sa décision de suspension. Oui. En même temps, il présente à Kinshasa la plateforme souvent la RDC. On sait que c'est une plateforme qui permet... Non, c'est une provocation. Non, ça on accepte. On va chercher RCD. Non, pourquoi je l'ai dit? En fait, il y a un moment politique secret, c'est que M. Kabila prépare son retour. Voilà. Oui, il le dit, mais ça a été dit, coûte que coûte, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est une provocation. C'est ça. Carlil, j'étais d'ailleurs parmi les premiers à l'époque, déjà le dire bien avant. On disait que Kabila prépare son Mais retour. La difficulté, c'est quoi? Quand je l'ai dit, mon cher ami, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Lorsque tu convoques l'histoire, tu veux noyer le poisson. Non. Parce que tu fais comparaison qui n'est pas raison. Non. Aller parler de RCD, je ne sais pas quoi, le contexte n'est pas celui-là. On l'a dit tout à l'heure. Ce monsieur, il faut partir du principe aussi. L'organisation des partis politiques, c'est légiféré. Il y a la loi. Moi, je sais que j'ai dit. J'ai retrouvé la loi. Je veux être factuel. J'ai dit que je veux être factuel. On l'a dit, ils doivent respecter dans ce cas, je vais être factuel. Si tu peux m'écouter 2 minutes, oui. La loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation des partis politiques. Article 2. Au terme de la présente loi, il faut entendre par parti politique une association des personnes physiques de la société congolaise qui partagent la même idéologie, je passe, et le même projet, je passe. En vue de conquérir et d'exercer démocratiquement, conquérir et exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d'État. Or, M. Kabila, patron de PPRD, a, de manière avérée, voulu reconquérir le pouvoir par la force. Donc, il coche déjà une case pour que ce parti soit dissous. Non, suspendu. Article 6. Sous peine de dissolution. Donc, il y a la dissolution qui est déjà prévue. Toute activité à caractère militaire. L'AFD et le M23. Paramilitaire ou assimilé sous quelque forme. Que ce soit. AFC M23. Voilà. Est strictement interdite aux partis politiques. Or, nous avons aujourd'hui le PPRD, à travers souvent le Congo, ils ont une structure militaire et paramilitaire qui s'appelle AFD M23. Donc, rien que l'article 2 et l'article 6 montrent à suffisance que ce parti, cette suspension
est tout à fait légal. Mais je termine par un dernier article, l'article 29. Lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité et à l'indépendance nationale, à l'intégrité territoriale de la République. Ce monsieur est passé par Goma et à Bukavu pour attester le fait qu'il reconnaît, je termine en disant, donc il coche 3 cases à travers cette loi. Ce qu'il avait à dire. Alors, je finis, mon cher ami. Je te vois vous Je finis. Il a plus le rôle de docteur Belludet. En présence d'un c'est même plus docteur, c'est maître. C'est maître. Il est désormais avocat. Mon cher Lucien, je n'ai pas envie qu'on donne raison à Jacques Chirac lorsqu'il disait que l'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie. Nous sommes ici là tous. On a connu un peu le droit. Faisons en sorte que la démocratie, c'est la force de la loi. Bien sûr. Ces gens sont hors la loi. Bien sûr. Lorsqu'il faut les suspendre, suspendons-les. Et lorsque la dissolution, parce que les éléments sont réunis, il faut dissoudre, il faut dissoudre. Ce n'est que de cette manière-là que la RDC, pays pivot de l'Afrique, va nous montrer la voie de la démocratie. Madame, si vous appelez à la dissolution de PPRD, vous allez rencontrer le Kazana Bongo. Alors, moi, je dis la chose suivante. Moi, je pense que tel que c'est démontré dans le cas actuel, c'est plutôt une dissolution. Dr Ben Luther et Guy Mafimba, peut-être que d'accord, mais à condition que les preuves soient là. Alors, qu'est-ce que j'entends par preuve? On écoute, Lucien. Qu'est-ce que j'entends par preuve? C'est-à-dire, y a-t-il eu un jugement qui établit un lien net entre le PPRD et le mouvement ACN? Mais son président a été condamné. Bon, attendez. Bon, c'est pas parce que son président a été condamné que le mouvement en lui-même. Vous avez dit. Mais qu'est-ce que le mouvement a fait? Continuer à le soutenir ou pas? La question, elle est bien celle-là. Voilà, c'est ça. Plutôt que, si on est d'accord sur les faits, il faut le dissoudre, le parti. Or, quand on vous écoute, on devient les champions de ce que j'appellerais le logos, c'est-à-dire la parole, comme moyen de diriger un pays. C'est ça le problème de la RDC. Le parti a été suspendu, on n'est plus dans le logos. Non, mais c'est ça le problème. Non. Prenons les décisions, allons... L'arrêté est motivé. Prenons les décisions, allons jusqu'au bout. Je ne suis pas un supporter de Kabila. Nous non plus, je ne suis pas un supporter de Tu sais que d'accord. Certains disent qu'on est militant. Docteur, oui, allez, docteur, monsieur Mafimba. Non, docteur. Quand vous me dites, en fait... Le doigt, il utilise beaucoup les tests, désormais. Là. Voilà. Quand vous me dites, en fait... À force d'être avec un voilà. Avec Ben Quand Luther. vous me dites, en fait, que monsieur Kabila est rentré par... etc., mais il a le droit, comme avait dit l'autre fois. C'est la RDC. La RDC. Je vais réagir après. Mais, alors, attention. Je suis pour la loi. Mais il faut que cette loi-là, il faut qu'elle soit démontrée. Il faut qu'il y ait une démonstration. C'est comme pour Caméré. Comme pour Vital Caméré. Maintenant, les faits nous donnent raison aujourd'hui. J'avais dit, moi, ici, que en fait, c'était un coup politique. Vous m'êtes tombé quasiment tous. Je peux apporter une contradiction. Mais voilà. Rapidement. Donc, je termine en disant, oui, il faut, en effet, donc s'il y a faute, si juridiquement il est prouvé qu'il y a une faute, Vous n'êtes pas convaincu. Il faut dissoudre. Pas simplement suspendre, il faut dissoudre. Alors, je ne sais pas quelles sont les modalités qui... là, je vais intervenir peut-être pour aider ceux qui nous écoutent. Il faut dissoudre. Voilà. Juste deux éléments avant que tu interviennes. Deux éléments avant d'intervenir. On parle là d'un homme, Joseph Kabila, qui est en collision avec une agression rwandaise qui a fait plus de 10 millions de morts. Et il y a une partie du territoire qui n'est plus sous la tutelle de l'administration centrale. On ne parle pas des choses... non, mais bien sûr... On parle des choses sérieuses. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas des voleurs de beignets. Je devrais intervenir, ce n'est pas des voleurs de beignets, mais encore faut-il que la loi passe et passe réellement. Mais et pas simplement par la parole. Je viens de citer, là, une minute seulement. Juste par rapport à ce que le doyen vient de dire sur la question de la preuve, je pense que l'arrêté... le décret, est motivé. Le décret est motivé. J'ai pris ici un exemple en disant que le président de ce parti, Joseph Kabila, a été condamné pour les faits de haute trahison. Qu'est-ce qu'a fait son parti politique?
son parti politique ne l'a pas suspendu. Son parti politique ne l'a pas destitué, continue à le soutenir et voire même soutenir le mouvement qui a été créé à Nairobi sauvant le Congo. Et dans la foulée, on veut annoncer le retour de Joseph Kabila. C'est un affront qu'on veut faire contre l'État. Et c'est une posture de rébellion tout simplement. De rébellion contre l'État. Alors, là encore, le ministère de l'Intérieur est beaucoup plus gentil. En ne prononçant qu'une seule suspension. Il est gentil, il est simplement débordé. Non, pas débordé. Débordé par quoi? Pourquoi? Parce que je vous explique. Non-maîtrise d'un dossier qui, elle est à la fois. Non, je vous explique sur la question de la preuve. Sur la question de la preuve. 30 secondes. Comme actuellement, il est difficile, comme vous l'avez dit, d'établir un lien direct entre le PPRD, en tant que parti politique, avec le mouvement rebelle. C'est pour cela que jusqu'ici, il n'y a pas de dissolution. Il y a la suspension, ça fait partie des sanctions administratives. Il y a une suspension dans la mesure de voir comment ce parti va se comporter vis-à-vis des actes que pose son président. Et là, à partir de ce moment-là, une fois que ce parti cautionne ces actes-là, à mon avis, le ministère de l'Intérieur doit aller plus loin. C'est un délai de survie. Dans la suite des idées... Docteur, si je vous écoute, c'est un délai de survie. Comment? Un délai de survie. Exactement, un délai de survie. Pour avoir été pratiquement le numéro 2 d'un parti politique, le RDD du président Yombi Opango, normalement, après la décision sanctionnant le président le PPRD aurait dû organiser une assemblée générale ou un congrès pour examiner la décision de justice républicaine. Comme ce n'est pas un parti politique, c'est un conglomérat d'amis, de copains, de coquins. Ils se sont retrouvés. Soyons sérieux. Pardon? Ils ont des statuts. Sûrement. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une assemblée générale? Est-ce que vous avez entendu parler d'une assemblée générale? La réponse est je pense que, normalement, ils devaient organiser une assemblée générale pour statuer sur cette décision. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont retrouvés en amis et ils ont pris la décision de comment dirais-je, de forcer la main à l'État, c'est-à-dire d'aller à l'encontre des décisions étatiques. Et l'État se laisse faire. Non, l'État ne laisse pas faire. La preuve en est, on leur a dit, si vous continuez, ça sera la dissolution. Il faut jouer le droit. Le droit, il faut. Mais je suis très content, Armand Mavinga, que tu reviennes sur le droit au lieu de convoquer l'histoire en faisant comparaison qui n'est pas raison. Très bien. Merci beaucoup. Troisième thématique pour conclure l'émission. Une autre thématique, messieurs, de l'Institut de recherche, on va y arriver, Ebouteli, pointe le manque de clarté dans la répartition des compétences ministérielles, car depuis la formation du gouvernement Suminois 2, il y a 3 mois, aucune ordonnance n'a encore précisé les attributions de chaque ministère. Dr Ben Luther, vous êtes maître. Oui. Il est désormais avocat. Ah, maître. Félicitations, maître. Merci. Quand vous voyez tout ça, ça vous explique quoi concrètement? Bon, très rapidement, faisons peut-être en 1 minute un petit cours de droit constitutionnel de première année au gouvernement congolais. D'accord. Lorsqu'on regarde la Constitution, le pouvoir exécutif est bicéphale en RDC. On a le président de la République d'un côté, puis de l'autre côté, on a le Premier ministre et son gouvernement. Alors, la Constitution dit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Première ordonnance. Donc, prend l'ordonnance pour nommer le Premier ministre. OK? Donc, première ordonnance. Et sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement. Deuxième ordonnance de la nomination des autres membres du gouvernement. Une fois que l'équipe gouvernementale est constituée, le premier acte que le président de la République, donc l'exécutif, fait, c'est quoi? C'est un tout premier conseil de ministres. Et au cours du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a quoi? A pour rôle de déterminer l'organisation, le fonctionnement et les attributions des compétences de chaque... Premier Conseil des ministres. Voilà. Intéressant. Ça. De chaque ministère. Parce que parfois, il y a des ministères qui sont créés juste comme ça. Mais il faut déterminer les compétences. Et donc, à l'issue de ce Conseil de ministres, il y a une autre ordonnance, c'est-à-dire l'ordonnance qui détermine les compétences entre les différents ministères. Dans le cas d'espèce, en RDC, la seule ordonnance qui détermine les compétences ministérielles date de 2022. Donc, gouvernement Sama Lokonde. Non. Gouvernement Sama Lokonde. Bon, on a eu ce MIMA 1
il n'y a pas eu d'ordonnance. Sumina 2, il n'y a pas eu d'ordonnance de répartition des compétences. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que les ministères vont agir avec ce qu'on appelle des lettres de mission. Oui, des lettres de mission, c'est-à-dire c'est la première ministre qui détermine la lettre de mission en disant que voilà, vous allez agir dans tel domaine. Vous voyez? Donc ça veut dire que le risque qu'il va y avoir encore là, un chevauchement C'est ça. de compétences. C'est ce qui est pointé dans le rapport, effectivement. Chevauchement de compétences. Et la conséquence finale, c'est quoi? Ben, les compétences. C'est-à-dire, puisqu'il y a chevauchement de compétences, on ne sait plus qui fait quoi. Et donc, un méli-mélo de fonctions. Et finalement, on est moins efficace. Et c'est pour cela, d'ailleurs, moi, je n'avais jamais compris pourquoi le président Tshisekedi a reconduit Mme Seminois, en fait. Je n'ai jamais compris. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Il fallait un gouvernement de crise. Ça nous a été annoncé, gouvernement d'une grande ouverture, je ne sais pas quoi, etc. etc. Ça a été bien ouvert en tout cas. Voilà. Et puis quand on a vu ce gouvernement, on s'est dit finalement que le président de la République et Mme Seminois se moquaient de nous, tout simplement. Se moquaient de nous. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas que Mme Seminois, donc à travers elle, son gouvernement, brille par une incompétence notoire, je dirais notoirement caractérisée. Voilà, notamment parce que les ministres n'ont pas de boussole en fait, ne savent pas ce qu'il faut faire, ne savent exactement pas, attendre les ordres. Ils attendent des ordres qui viennent d'en haut. Et surtout, souvent, le président de la République est donc obligé d'intervenir comme arbitre politique maintenant, au sein de différents ministères, pour dire que non, là c'est les compétences de tel ministère, là c'est les compétences de tel ou tel ministère. Et il y a de nouveaux ministères qui ont été même encore créés, sans ordonnance. Sans ordonnance. Mais au fait, ce qui est assez drôle, merci Benedetta pour la description, quand on prend l'architecture même gouvernementale, c'est inédit ça. Ils sont nombreux, c'est trop. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, secrétaire. Et ministre délégué. Délégué. J'avais oublié en plus. Ben oui. Qui m'a fait mal. Vous qui avez une expérience gouvernementale, franchement, expliquez-moi. Parce que. Bon, la première chose, déjà, je me félicite. Contrairement à ce que j'avais entendu, c'est une dictature. Vous voyez bien que c'est une ONG qui travaille en toute liberté. On ne voit pas des ONG partout en Afrique qui peuvent comme ça. Premier élément. Institut de recherche. Voilà, et ça c'est très bien. Un think tank africain qui fait un travail Deuxième élément, l'incompétence des contre-pouvoirs, le pouvoir législatif. J'aurais aimé, au lieu de se battre pour avoir des salaires, les gens de... C'est eux qui auraient dû sortir ces gens. Ça, c'est vrai. Apprécier ça, c'est vrai. en termes d'organisation. C'est que Cameroun aurait dû faire. Non, pas Cameroun. C'était ça son boulot. Et troisième chose... D'accord. Totalement d'accord, franchement. Les critères de nomination, généralement, chez nous. J'en ai parlé tout à l'heure sur la géopolitique qui devient presque un totem. Vous voyez bien que, tu l'as dit, moi, j'ai essayé de regarder un peu le pédigré, le background de Mme Seminois. Il a travaillé beaucoup plus dans le système des Nations Unies. Elle a une expertise en termes de développement et autres. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le choix d'un Premier ministre doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Le contexte, nous sommes en crise, quelle autorité elle a, et surtout sa capacité d'entraîner, parce que c'est le chef d'orchestre d'un gouvernement. Et on a parlé de problèmes d'architecture. Moi aussi, ça me pose un problème. D'où cette histoire de constitution qu'il faut revoir et autres. Maintenant, le constat est accablant. C'est même pas la Constitution, même la question de l'architecture. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. D'autres responsables aussi, le chef de l'État. J'ai comme l'impression que le Premier ministre. La configuration du gouvernement, ils sont comme dans une espèce de totem. Il faut faire représenter tous les départements de la RDC. Au-delà même de ça, mon doyen. Non, ça c'est constitutionnel. Ça c'est normal. Ça c'est constitutionnel. Que le gouvernement doit tenir compte de la composition nationale. Oui, avoir des postes. Donc je terminerai pour ne pas trop... je pense que ce qui se passe, c'est le choix du chef d'orchestre. On reviendra
Parce qu'on a beau dire... Merci, monsieur. Cette histoire des ordonnances et autres, le chef de l'État te nomme. La première des choses, c'est de dire au niveau organisationnel où j'y suis. Au niveau des compétences et des attributions de ministère, où j'y suis. Ce qui fait que l'évaluation, c'est ce que Lucien utilise souvent comme concept. Comment il peut évaluer? Elle peut évaluer son gouvernement si elle n'a pas les mécanismes qui ont été mis en place pour dire... Surtout qu'elle ne sait pas qui fait quoi. Donc, je pense que... Moi, c'est au niveau des choix, des cadres pour occuper des fonctions telles que... Moi, j'ai un message, avant que je donne la parole à Lucien, j'ai un message pour le secrétariat général du gouvernement. Oui, bien sûr. Messieurs, faites votre travail, c'est important. Oui, ça, c'est incroyable, effectivement qui n'est le pas secrétariat du gouvernement. Parce que j'ai remarqué que dans le rapport, dans ce rapport-là, c'est plutôt le Conseil d'État qui est monté au créneau pour... Il y a un secrétaire général du gouvernement qui doit veiller, qui accompagne le jeu. Et d'où la classe politique ou la classe... Nos amis du secrétaire général, il faut travailler un peu, c'est pas possible. J'avais dit ici, en m'amusant, que la RDC était trop grande pour M. Tshisekedi. J'avais dit ici qu'on était dans le désordre et que ce désordre, on voit bien, conduit vers un brouillard institutionnel. On a là 1000 feuilles, en fait, qui sont empilées les unes sur les autres, avec... des directions, des ministères, des agences, des directions, on a fait... donc il y a, si je prends une expression un peu populaire, il y a tamponnage au niveau des compétences, au niveau des ressources, au niveau de l'appréciation de l'action politique, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'affectation des ressources, au niveau de l'évaluation, au niveau en fait de la suivi, tout simplement, des différents projets. Alors, on tape sur Madame Seminois. C'est pas elle la responsable. Non, on tape pas sur elle. Non. Alors, non, Lucie. C'est la première ministre. C'est le chef d'orchestre. Pour moi, effectivement, c'est le chef d'orchestre. Le véritable chef d'orchestre, c'est M. Tshisekedi. Je ne pense pas. Alors, c'est les deux. Si, c'est M. Seminois. Mais qui signe la détermination? Qui l'a proposé? Seminois propose. Le chef oriente. Mais pour orienter, il faut une politique. C'est pas sérieux, monsieur. Alors, regardez ce que dit la Constitution de la RDC. Non, vous contredisez alors. Non, regardez ce que dit la Constitution de la RDC. Mais sortez un peu de la Constitution. Mais oui. C'est pas bien. Mais désormais. Non, attendez, on va être clair. Le gouvernement beaucoup de respect pour Mme Seminois. conduit et détermine la politique nationale de concert avec le président de la République. D'accord? Donc ça veut dire que je suis allé sur un postulat où j'avais dit qu'il y a un bicéphalisme à la tête de l'exécutif. C'est Mme Seminois qui propose au président de la République. Mais si elle ne fait rien... Et le président de la République nomme. Je suis juste sur, d'un point de vue juridique, institutionnel. Soyons sérieux. Vous pensez vraiment que ce gouvernement-là, c'est Mme Seminois qui a... Ben non, pas du tout. Non. Je parle en termes d'un point de vue juridique. Président de la République. Maintenant, si on veut aller dans les faits... un gouvernement resserré. On m'envoie une cinquantaine de personnes. Je dis, mais madame, votre copie est mauvaise. J'en ai parlé, j'ai dit qu'ils se sont moqués de nous. J'en ai parlé. Si on veut s'en tenir même à la constitution de la RDC, qui dit que la composition du gouvernement doit tenir compte de la composition nationale. En RDC, il y a combien de provinces? Il y en a 25 ou 26? 26, c'est jour. Il y aurait eu 26 ministres. Non, mais là, on a pléthore. En dehors de la quantité, moi, il y a aussi les questions administratives. C'est ça. Qui fonctionne pas. Mais qui est le patron de l'administration? C'est la première ministre. Mais alors, à ce moment-là, M. Tshisekedi... Avec le secrétaire général du gouvernement qui a... C'est la première ministre. Il ne va pas jusqu'au bout. Il n'a qu'à la licencier. Merci. Mais justement, mais c'est ce que je demande. Oui. La démission. Mais il faut qu'elle présente une lettre de démission. Je peux dire une chose qui est une vérité. Qu'on le veuille ou non, qu'il faut l'accepter. Nous sommes dans un système de clientélisme politique et de partage de postes. Et donc, l'acteur central du clientélisme politique et de partage de postes, c'est le président de la République. Et c'est lui qui pèse même sur le choix du Premier ministre, la personne qui doit être le Premier ministre. Si nous voyons depuis qu'il est Premier ministre... On ne sait pas qu'il pèse, c'est sa compétence, c'est discrétionnaire. C'est une façon... Mais c'est partout pareil, dans tous les pays au monde. De tous les pays au monde. On choisit son collaborateur. C'est un système de clientélisme politique. On voudrait que chaque client puisse se retrouver dans la constitution du gouvernement, dans le partage du gouvernement. Par exemple, pour l'actuel gouvernement de Seminois, vous voyez qu'il y a dans des créations même de postes des ministères, vous voyez qu'il y a des dédoublements
quand on parlait de l'économie du numérique ou l'économie par rapport aux économies environnementales ou tout ça, mais c'est l'économie. Oui, mais ça c'est pas un problème. Ici, on a même des secrétaires d'État aussi. C'est pourquoi. C'est-à-dire, quand on veut faire plaisir à un groupe de gens, on a parlé d'un mouvement resserré, mais comme c'est un clientélisme, il y a différents gens qu'il faut, il faut récompenser les clients. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont toujours les gouvernements éléphantesques. Donc on n'a même pas le temps d'abord de se poser de questions. Les postes que je donne à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? On n'a pas la vision verticale des responsabilités, on n'a pas la vision horizontale des responsabilités, on n'a pas la vision transversale des responsabilités pour déterminer les termes de référence du gouvernement et des attributions des ministères et des gens. Ce que vous dites est très exact, c'est un constat qui est juste, mais là... beaucoup plus de clientélisme politique, et c'est ce qui amène, plus il y a un groupe de gens qu'il faut satisfaire. On ne se pose pas d'abord la question, qu'est-ce qu'ils viendront faire comme travail? Mais le problème se pose au niveau de la répartition des compétences. On peut créer autant de ministères qu'on veut, mais à partir du moment où les compétences, l'attribution des compétences est claire, il n'y a pas de souci. Les gens qui sont nommés, ils sont nommés par rapport à leur fidélité dans leur parti, fidélité à leur chef. Mais la politique a toujours été ainsi, en fait. Ça, c'est pas un reproche. Il y a un problème. Il faut qu'on clarifie, en fait. Tu gouvernes aussi avec des gens en qui tu... Mais bien sûr, la politique a toujours été comme ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Je sais. C'est normal. Avec des personnes aussi qui partagent aussi ta vision. Parce que oui, tu absolument. peux être avec des gens absolument. l'Assemblée nationale du projet qui est défendu. En tout cas, Le problème des millefeuilles administratifs, c'est que ça permet des zones grises ou ça favorise le vol et la corruption. Il faut ça, c'est un point aussi. Mais il faut y voir, si on veut aller sur des aspects un peu plus juridiques, il faut y voir. En fait, c'est là la conséquence tout simplement du fait majoritaire. Le fait majoritaire que le président, dont le président dispose au niveau du Parlement, puisqu'il est majoritaire au niveau du Parlement. Et donc, la composition du gouvernement, parfois, tient compte aussi de cette coalition-là, etc., pour satisfaire, bien entendu, là, comme le doyen l'a dit, pour faire, c'est la conséquence de ce fait majoritaire. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, est-ce que les attributions de compétences de chaque ministère sont correctement déterminées? C'est ça la vraie question. Voilà. Là, c'est un déficit de vision. C'est par rapport aux termes de référence des différents ministères. Parce que quand vous voulez faire un gouvernement, la première des choses, il faut avoir une feuille de route correcte, comme je viens de le dire. De manière horizontale, verticale et transversale. La feuille de route existe, il y a la vision du président qui est là. Il faut les termes de référence de chaque ministère, il faut les définir bien avant le démarrage du travail. Je pense parce qu'ils doivent être évalués. La vision était claire. Ils doivent être évalués. Moi, je me souviens des trois défis. Lorsque le gouvernement de Madame... Mais il faut les termes de référence clairs et nets, du travail à faire. J'arrive. Vous êtes chaud. La vision était claire. Ils ont dit... Mais sans termes de référence, il n'y a pas de pression. Laisse-moi finir. Mais on va le dire, Maviguel est très chaud. Si le gouvernement, il aime ça. Il faut suivre. C'est la première ministre. Sur la première Il n'y a pas déclaration... d'histoire aujourd'hui. Il faut conduire. Il faut faire référence à l'histoire aussi. Suivez toujours tout simplement la première déclaration de la dame. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis arrivée, j'ai 3 défis à peu près. Elle avait parlé des défis sécuritaires, la grande sociale, parce qu'on l'avait nommé un peu par rapport du fait qu'elle a travaillé dans le système des Nations Unies sur les questions de développement. C'est une technicienne. Voilà. Mais c'est aussi maintenant sur le terme de référence. C'était tracer une perspective pour la jeunesse et autres. Mais non, est-ce qu'elle avait le profil du job au tenté? Aujourd'hui, je me rends compte que la réponse est non. Maintenant, pour mettre en musique tout ce qui est ordonnance et autres, le terme de référence. et car il avait raison. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un secrétaire général du gouvernement? La réponse est non. Le problème, c'est que ça fait 2 gouvernements qu'il n'y a pas d'ordonnance. Le terme de référence, évidemment, on reviendra sur le chef de l'État. Pas le terme de référence. Parce qu'elle a en choisi. termes d'évaluation, après la première partie, les 100 jours, on aurait pu évaluer qu'il y avait une inefficacité, mais notoire. Parce qu'on ne sait pas évaluer le gouvernement sans les termes de référence. Comment évaluer chaque ministère, chaque ministre? Ça, c'est des mots... déjà, l'évaluation est la mission principale du Parlement. Dans cette affaire, il y a plusieurs responsables. Il y a un Parlement qui passe son temps à ne rien faire. On a un secrétaire général du gouvernement qui ne travaille pas. On a une première ministre, j'ai l'impression, qui ne connaît même pas peut-être tous ses ministres aussi. Et pour conclure cette émission, messieurs, je réitère notre invitation à la chef du gouvernement, sur nos antennes. Ce sont des crises de constitution. Pouvoir répondre à toutes ces questions.
aussi parce que la presse aussi est un quatrième pouvoir. Et on aimerait aussi... On est prêt à discuter avec qu'elle puisse Il faut rendre des compte termes de référence. de l'activité de son gouvernement, des actions de son gouvernement dans cette période, comme le doyen Mafimba le dit à chaque fois, de crise. Et surtout qu'en cette période, il faut qu'il y ait des véritables termes de référence parce qu'il y a une crise grave. Le thème de référence, Ça existe. Ça, c'est une notion comme ça. On peut y mettre tout, mais il faut être factuel. En tout cas, Elle est déployée. Moi, je plaide pour sa démission. Qu'elle les élaborer. dépose une démission Il et faut que des le termes de président il faut des nomme termes de un référence qui véritable correspondent, chef de gouvernement correspondent à la situation de pour crise. faire face à la attention, crise. on n'est pas contre les femmes en politique. Non, ça n'a rien à voir. Nous parlons de la compétence. Voilà aussi une précise. particularité Parlons de la qu'il fallait compétence. notifier. C'est la première Mais il n'y a femme- pas que la première S'il te ministre, plaît, c'est la première femme nommée Premier ministre en RDC. Oui. Et ça aussi, il faut le mettre à l'actif de Félix Tshisekedi. Elle aurait dû faire preuve, là encore, d'un peu plus de compétences, c'est le puisque pari- c'est c'est le la pari première d'intelligence. femme. Oui, moi je pense Bon, aussi. C'est très une crise bien. globale, pas personnelle. Je pense que c'est une Merci. crise Non, globale mais elle est au niveau des responsable du institutions. gouvernement, Merci quoi qu'il arrive. infiniment, Donc, monsieur. Une elle est crise globale au responsable. niveau des Le institutions. président ne va pas démissionner, ben, donc elle est Bah, en tout cas, responsable. enfin, il est aussi responsable. Non, le président est responsable, bien entendu. Mais ben, c'est elle. Ah, ben, C'est dis elle, donc, je vois c'est plutôt elle la comment chef du Brazzaville- Bonne gouvernement. soirée.